Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aimables téléspectateurs, bonsoir. Merci encore une fois de nous rejoindre. Bienvenue dans ce numéro d'En toute franchise. Aujourd'hui, nous parlons de la situation sociopolitique de la Guinée. Quelle analyse peut-on faire de cette situation? À quel camp la transition profite-t-elle? Au pouvoir ou à l'opposition? De toute façon, le délai prévu par la loi pour la tenue des législatives est expiré depuis plus d'un an. Les institutions républicaines ont-elles leur part de responsabilité dans cette crise politique que traverse le pays il y a 18 mois? Que faut-il enfin retenir de la destitution des élus locaux qui ont été remplacés par les délégations spéciales? Analyse et décryptage de toutes ces interrogations que nous nous posons ce soir, c'est avec Mohamed Kamara. Il est juriste de profession et je vous rappelle qu'il est consultant de cette émission En toute franchise. À toutes et à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve juste après ça. En toute franchise, sans détour, sans tabou, des questions plus directes que jamais. Alors, parlons-en, c'est en toute franchise et c'est sur Gangan TV. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs. Merci d'être venu dans cette émission. Merci. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, nous parlons de la situation sociopolitique de la Guinée. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Bon, c'est toujours le constat du statu quo, comme on le dit le plus souvent. C'est l'état premier des choses. Ça n'avance pas, ça n'évolue pas assez longtemps. Mais je me dis que c'est la responsabilité qui est partagée aussi, hein, même si la plus grande revient à l'administration, donc à l'État, au pouvoir public, parce que c'est le pouvoir public qui détient le pouvoir et qui peut être amené quand même à prendre un certain nombre de décisions majeures. Bon, mais quand vous prenez également du côté de l'opposition, pourquoi je dis que c'est une responsabilité partagée? Elle est partagée parce que quand on entend la mouvance parler, on a comme l'impression que le statu quo profite à la mouvance, tout comme ça profiterait à l'opposition. Ça profite à la mouvance parce qu'a priori le parti au pouvoir n'existait plus, ça a été remplacé par une alliance depuis le 22 mars dernier. Alors du coup il y a un problème de structuration à l'interne par rapport à l'organigramme, et tant que le parti ne s'est pas installé proprement et que le pouvoir puisse faire des résultats probants sur le terrain pour un temps soit peu faire la convoitise de l'électorat, il ne va pas céder d'un iota, même si c'est regrettable et c'est ça, au détriment de la démocratie en tant que telle. Du côté de l'opposition aussi, vous allez voir une opposition qui, à un moment donné, adoucissait sa position, mais qui radicalise progressivement sa position sur un certain nombre de surenchères qui n'est pas forcément justifié. Parce qu'à la limite, et pouvoir et opposition, chacun veut avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et du coup, au niveau du pouvoir, c'est pas rassurant. Ni du côté de l'opposition, c'est pas rassurant. L'opposition n'est pas rassurée parce qu'elle veut avoir justement une majorité confortable au niveau de l'Assemblée nationale pour instaurer ce qu'on appelle un équilibre du pouvoir. Alors, mais en voyant un certain nombre d'agissements également de pouvoir, en ne respectant pas un certain nombre de procédures en matière de droit, prise de décret par exemple, de simples procédures en matière de droit. Mais quand le pouvoir aussi voit la manière dont l'opposition se radicalise, il prend peur en disant, mais tiens, est-ce que l'opposition, en devenant majoritaire à l'Assemblée, est-ce qu'il n'y aura pas un risque de blocage d'un certain nombre de normes en tant que tel? Donc, chacun y va de son petit commentaire, ça et là. Mais moi, je précise qu'au niveau du citoyen lambda, c'est que quelque chose de malheureux, bon, comme on le dit le plus souvent, c'est crise. Et parce que la Guinée, le plus souvent, ne conçoit, n'adopte les lois majeures qu'en période de transition. C'est la même chose au niveau du CTRN, qui était piloté par un militaire. Ils ont mis en place un certain nombre de normes, bon, avec un certain nombre d'erreurs, bon, ils n'étaient pas spécialistes, mais présentement encore, c'est sous la transition là que des normes sont en train d'être prises, même si c'est discutable la manière dont ça s'applique. Monsieur Kamara, je pense qu'on va revenir sur la responsabilité des institutions. Mais vous parlez tout à l'heure de la responsabilité partagée entre pouvoir et opposition. Mais selon vous, à quel niveau se situe exactement le blocage? Où et qu'est-ce qui constitue le véritable blocage? Le blocage, c'est au niveau des non-dits. Les dits, c'est que l'opposition peut parler en se rabattant sur la loi dès lors que ça l'arrange. Le pouvoir peut se rabattre sur la loi dès lors que ça l'arrange. Donc le nœud du problème, c'est l'enjeu. Autrement dit, les acteurs politiques sont d'accord qu'ils ne seront pas d'accord. Parce que chaque camp mise gros sur sa propre stratégie, en multipliant stratégie et même stratagème. Pourquoi je dis ceci? Parce qu'au niveau de la Guinée, vous allez constater qu'au niveau de la prise de décision, la loi 013, par exemple, du
du 27 octobre 2007. Du coup, cette loi du 29 octobre 2007 a quand même mis en place la CENI. Alors, du coup, quand vous voyez l'opposition va dire, bon, de toutes les façons, il faut respecter la recomposition, la parité, sur le fondement de ce qui est prévu au niveau de la loi portant gestion, création et fonctionnement et attribution de la CENI. Mais vous allez voir que la même opposition va dire, non, cette loi n'est plus conforme à la donne actuelle. Donc, du coup, on décèle dans la loi ce qui est important, et on se l'approprie. Et la même chose est faite également du côté du pouvoir, parce que rappelez-vous que c'est le pouvoir même actuel qui, au moment des élections, avait formulé jusqu'à 24 points de revendication, ce qui a d'ailleurs prolongé, sinon en principe, dans les conditions normales, le deuxième tour est organisé 14 jours après la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Si on allait jusqu'à pratiquement plus de 3 mois, un record mondial, donc ça veut dire que c'est un consensus qui a été retrouvé. Autrement dit, quand vous voyez également le pouvoir dit non mais écoutez, non, on ne touche pas à la loi, alors qu'il est expressément mentionné au niveau de l'article 161 de la Constitution guinéenne du 7 mai 2010 que la législation actuelle reste en vigueur tout en ouvrant la brèche à la possibilité d'adopter de nouveaux textes, mais que ces nouveaux textes ne soient pas contraires à la Constitution. Donc je pense que la meilleure manière de trouver une approche de solution en pareille circonstance, plutôt que d'indexer un doigt accusateur sur un tel par rapport à un tel, c'est de dire simplement au président de la République de prendre un certain nombre de mesures très fortes, parce qu'a priori, les membres du CNT pouvaient mettre en place ce qu'on appelle une proposition de loi, oui, ce qui a été fait. Mais le président de la République l'avait récemment affirmé que lui, il ne s'immiscerait pas dans les affaires internes de cette commission. Est-ce que quelque part, en lui demandant de prendre une décision afin de débloquer cette crise que nous traversons aujourd'hui, ce n'est pas une façon de se dédire? Non mais écoutez, au niveau de la Constitution, l'article 84 de la Constitution permet au président de la République d'avoir l'initiative de la loi, tout comme les députés. La loi est très claire là-dessus. Vous savez, le plus souvent, j'ai horreur d'entendre un certain nombre de débats, le plus souvent, sur la base d'une argutie juridique. Une argutie juridique, c'est un débat flou sur des textes de loi qui sont clairs. A priori, quand il y a beaucoup d'interprétations des textes de loi de la part de bon nombre de juristes, parce qu'il faut éviter de tordre le cou au droit pour satisfaire un camp. C'est pas bon. Alors du coup, pourquoi les gens ne prendraient pas des textes de loi là pour aller auprès de la Cour suprême au niveau de la Chambre constitutionnelle? Ainsi, ça va trancher. On saura quel est le juriste qui dit vrai et quel est le juriste qui tord le cou au droit. Parce que c'est le juge qui est habilité à interpréter les textes de loi. Nous, on ne fait qu'un petit éclairage, ça et là, non. Donc, l'Assemblée nationale également a la possibilité de faire ce qu'on appelle une initiative de la loi, qu'on appelle proposition de loi. Autrement dit, vous savez, dans un pays comme la Guinée, l'article 9 du Code civil nous permet de faire une classification des normes, comme dans une famille. Il y a l'aîné, le fils aîné, jusqu'au niveau du Benjamin, le dernier. L'article 9 permet de faire cette classification-là, de la Constitution jusqu'au niveau des décisions préfectorales. Alors, c'est une loi qui remplace une loi. C'est aussi simple que cela. Dès lors qu'une loi est adoptée, elle peut continuer à produire ses effets, mais elle peut être remplacée par une autre loi. Elle peut être abrogée. Oui. Alors, M. Mohamed, on va un peu parler de la responsabilité des acteurs politiques individuellement pris. Ici, on constate que réellement, il y a crise politique. Mais qu'est-ce qu'il peut faire chacun en ce qui le concerne pour la finalisation de la transition? C'est la volonté des uns et des autres, et surtout être conséquent dans ce qu'on réclame pour ne pas se dédire, comme on le dit. Du côté des acteurs politiques, parce que les acteurs politiques, quand on entend par acteurs politiques, ils font partie à la fois de la mouvance tout comme de l'opposition. Les acteurs politiques de la mouvance, d'abord, parce que c'est eux qui sont au pouvoir, c'est justement de savoir que pratiquement il y a 2 ans maintenant qui sont en train de s'écouler par rapport à un mandat de 5 ans. Il ne reste pratiquement que 2 ans. Et parce que la 5e année va être simplement une année électorale. Si tant est qu'il y a une volonté de se représenter ou que l'on sollicite justement l'avis de l'électorat. Donc, c'est de penser que seul un bilan positif, un bilan convaincant peut suffire pour battre campagne. Mais du côté de l'opposition aussi, c'est d'être conséquent. Vous ne pouvez pas demander, à force de demander des choses, et en tout cas leur contraire, vous finissez par perdre et en crédibilité et en stratégie.
en crédibilité parce que les gens vont dire ah mais vous avez dit une chose et puis maintenant vous dites le contraire. Mais en stratégie parce qu'il y a la lassitude qui va commencer à s'installer. À chaque fois demander des marches de protestation. Parce que chacun y va de sa propre stratégie. L'opposition, en disant qu'elle va empêcher l'élection, c'est pas certainement de dire qu'il y aura des casses de ceci, de cela. C'est simplement pour qu'en disant à tout moment il y aura marche, il y aura ville morte, au moins, même si l'autorité se mettrait simplement à dire bon écoutez ça n'a pas marché, tout le monde n'a pas suivi le mot d'ordre, ça veut dire déjà que ça a préoccupé l'attention, parce que c'est occuper simplement l'esprit des pouvoirs publics à cette question de psychose. Donc en clair, pour trouver une solution, c'est de dire de toutes les façons au niveau de la Guinée, si la crise continuait, le désamour politique risque de s'installer. Et quand il y a désamour politique, il faut toujours avoir peur d'une population docile. Maintenant, la crise a révélé quand même un constat. La population a fini par comprendre qu'il faut maintenant s'appuyer sur des programmes de société. Malheureusement, entre les deux tours, ils n'ont jamais voulu faire un débat sur des programmes de société. Et les citoyens doivent savoir également que c'est les mêmes arguments qui continuent le plus souvent, donc il faut opter pour des députés de poigne pour défendre justement leurs intérêts. Alors, la proposition qui peut être faite du côté de l'opposition, si tant est que ça trouve preneur au niveau du pouvoir, c'est de dire, voilà, comme c'est la CENI qui constitue la pomme de discorde, quelle est la proposition concrète qu'elle propose, et conformément au texte de loi. Mais comme la loi qui porte sur la CENI, et la CENI elle-même fait l'objet de critiques de la part des uns et des autres, je pense que les acteurs politiques ne vont pas être trop volontaristes tant qu'ils ne savent pas que tout est joué d'avance et qu'ils ont en tout cas l'essentiel sur le terrain avant de se présenter pour lâcher prise. C'est la même chose au niveau de la mouvance. Et donc, c'est les institutions qui doivent jouer un rôle capital à ce niveau. Moi, je ne sens pas... Justement, par rapport à ces institutions-là, j'en venais. Monsieur Camara, quelle est leur responsabilité dans cette crise politique que nous traversons aujourd'hui? Parce que l'on se rappelle, depuis la présidentielle dernière qui avait hissé le professeur Alpha Condé au pouvoir, l'on entend très peu parler de la Cour suprême et on entend parler quelques rares fois le CNC et le médiateur de la République. Quel est le rôle vraiment qui incombe à ces institutions républicaines? Dans cette crise... je pense qu'il faut aller maintenant vers des approches de solutions, des propositions concrètes pour sortir de la crise. Je pense qu'au niveau du CNT, on peut faire beaucoup de reproches le plus souvent parce que la transition dure, mais je pense que le CNT, pour une fois, s'est acquitté de son devoir. En quoi faisant? En faisant en tout cas une proposition de loi. Cette proposition de loi a été bloquée volontairement et par la mouvance et par l'opposition, sous prétexte que la proposition de loi portant sur la CENI, qu'elle est prématurée présentement parce qu'une CENI apolitique ne ferait pas leur affaire. Et dès que vous dites, bon, ça va être dans la société civile de d'autres personnes censées, entre guillemets, être neutres, ils diront tout de suite là, non, le président actuel de la CENI est issu de la société civile. Autrement dit, dès qu'il y a une proposition, ils contrebalancent encore pour dire non, non. Comme si tout le monde au niveau du pays déjà était de cette manière-là. Pour justement ceux qui sont preneurs de ce poste-là, entre nous soit dit. Du côté de la mouvance, c'est de savoir que à chaque fois qu'il y a un jour qui passe, c'est un retard de plus à comptabiliser dans leur propre mandat. Parce que la population risque de se livrer à ce qu'on appelle un vote sanction, par mécontentement des acquis qui ne sont pas arrivés. Comme l'on a vu en France. Tout à fait. Parce que la stratégie entre les deux, en principe, le pouvoir ne doit pas continuer à se justifier en disant non, l'héritage était lourd. C'est en sachant que l'héritage était lourd, en se disant capable et convaincu d'inverser la tendance, que les gens se sont portés candidats. C'est clair. Donc chacun est dans son rôle. Le pouvoir doit gouverner en tenant compte de la loi. L'opposition doit s'opposer en tenant compte de la loi. Oui, mais et la Cour suprême surtout, la Cour suprême, que l'on entend très peu parler. Non, la Cour suprême, d'abord il faut retenir que les magistrats sont en tout cas bloqués par un devoir de réserve. Les magistrats ne peuvent pas parler comme moi je suis en train de le faire maintenant là. Donc l'article 22 de la Constitution me permet de le faire. Mais un magistrat non, de cette manière-là. Alors la Cour suprême ne s'auto-saisit pas, on la saisit. Imaginez un seul instant, beaucoup de gens sont en train de faire une interprétation des textes de loi, alors que c'est le juge qui est habilité à le faire. Mais les partis politiques ont intérêt à saisir cette Cour suprême. Et ensuite, la CENI a intérêt à saisir cette Cour suprême.
la mouvance même, donc le gouvernement a intérêt à saisir cette Cour suprême pour interprétation des textes de loi. Ça départage les gens parce que dès lors que la Cour suprême rend un arrêt, l'arrêt là est insusceptible de recours sur le fondement de l'article 75 de la loi qui régit le fonctionnement de la Cour suprême. Maintenant, il appartient au président de la République justement, parce qu'une fois que le président de la République est élu, même s'il est présenté par un parti politique, il cesse toute fonction au sein des partis politiques, et ça c'est sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. Et comme il doit incarner l'unité nationale, l'article 45 clôt le tout en beauté pour dire qu'il est au-dessus des partis politiques. Certains disent que c'est lui qui doit faire un projet de loi, parce que tout le monde parle loi, 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 mais tout le monde sait qu'il y a des failles au niveau des textes de loi qui ne répondent pas aux dons. C'est soit on veut avancer, ou on ne veut pas avancer. Et il y a bon nombre de gens qui peuvent interpréter selon leur propre penchant. Mais en ce moment, il faut qu'on cesse de se plaindre. C'est soit on veut avancer, ou bien on ne veut pas avancer, on ferme les yeux sur les problèmes, parce qu'aucun Guinéen ne peut dire alors là qu'il n'y a pas de crise à la CENI. Donc il faut trouver quand même une solution. D'accord, la solution peut passer soit par la voie légale, soit par la voie réglementaire. La voie légale, c'est une loi qui a mis en place quelque chose. Mais cette loi peut être mise au goût du jour, soit à travers la main du président qui fait un projet de loi, soit à travers les membres du CNT qui feront une proposition de loi. Maintenant, si le président de la République a constaté qu'au niveau des acteurs politiques qui sont aussi représentés entre nous soit dit, au niveau du CNT et qui ne parviennent pas du tout à décrypter la situation parce qu'ils ont eux-mêmes volontairement bloqué la proposition de loi portant modification de la loi sur la CENI, parce que si l'article 133 de la Constitution a permis en tout cas de mettre en place c'est-à-dire une loi organique qui va détailler le fonctionnement, les attributions et la composition de la CENI, mais si les membres du CNT ont fait ceci, l'opposition s'est opposée, la mouvance s'est opposée, alors il ne reste que le président de la République à faire un projet de loi dans ce sens, parce que le président de la République doit incarner le fonctionnement régulier de l'État. Quand on sent qu'il y a blocage, il faut toujours venir au secours. Parce qu'attention, dans notre pays, le rétropédalage et le retournement de veste sont de saison en Guinée. Vous allez voir les mêmes personnes qui sont en train de crisper ça et là. Il y a beaucoup de gens qui sont au niveau du gouvernement qui n'ont pas intérêt, par exemple, qu'il y ait une visibilité, qui laisserait place à un remaniement ministériel en tant que tel. Il y a beaucoup de personnes également qui peuvent être au niveau du CNT, qui rêveraient simplement être, entre guillemets, députés en continu. Il y a beaucoup de personnes qui sont au niveau de l'opposition qui n'aimeraient pas du tout que le gouvernement fasse un grand résultat, par exemple. Donc il faut quand même qu'il y ait un certain nombre d'équilibres parce que ça va être une sorte de justification pour dire moi je ne ferai pas tel, moi élu député je ne ferai pas tel. Donc c'est cette logique qui risquerait de s'imposer entre les acteurs politiques. Conséquence, on va continuer comme cela, mais moi je pense humblement que d'ici à l'élection législative, le président de la République va trouver tout de suite là une solution. Oui. Parce qu'a priori, si des gens ont à perdre, c'est justement le pouvoir qui a à perdre beaucoup en ne faisant pas un bilan élogieux. Tout est crispé par rapport à cette question de législative. Si vous imaginez, comment est-ce que les partenaires au développement peuvent dire à un président de la République, bravo, vous faites des résultats, sans que des moyens ne suivent par rapport à la Côte d'Ivoire? Ça devient contradictoire. Tout à fait. Donc, mais est-ce que les partenaires sont rassurés par rapport aux agissements du gouvernement, quelquefois réquisitions? Donc, quand les informations là partent le plus souvent à l'étranger, alors les gens sont un peu méfiants. Ensuite, quand les pouvoirs publics jouent VRP, voyageurs représentants placiers, ils vont un peu partout, ils battent le rappel des troupes au niveau des partenaires au développement pour venir investir au niveau de la Guinée. Alors, les mêmes pouvoirs publics disent, bon, la justice est pourrie. Mais ça ne met pas en confiance. Je devais vous poser cette question. Ça ne met pas, en confiance. Souvent, le président de la République, partout, il passe, même quand il est récemment allé en France, il a dit que réellement il a besoin de remplacer les cadres de la justice guinéenne. Et récemment, il avait évoqué cela aussi quand il avait été invité au meeting du Palais du Peuple. Alors, quelque part, est-ce que vous suivez les propos du président de la République qui jette l'anathème aujourd'hui sur la crédibilité de la justice guinéenne? Oui, je suis cela. Mais moi, je préférerais beaucoup plus un discours écrit, parce que si on se mettait simplement à parler et en voyant l'ampleur du dégât qu'il y a au niveau de la Guinée le plus souvent, où il n'y a pas un secteur où il y a un léger mieux, finalement on finira par frustrer au fur et à mesure qu'on parle.
Donc moi je parlerai avec tout le respect dû au rang du président de la République de consulter le plus souvent ses chargés de communication pour rédiger très bien un discours. Parce que sinon on peut critiquer, penser qu'on a critiqué simplement les organes en tant que tels, mais il y a l'effet contraire qui peut se produire. Exemple, vous venez dire à un investisseur, venez travailler chez moi. Après, l'investisseur se pose la question, mais chez vous, est-ce que la justice est garantie? Est-ce que c'est crédible? Vous pouvez nous donner des assurances? Vous-même vous dites non, la justice, elle est pourrie. Elle est en tout cas de cette manière, alors que vous devrez apporter des remèdes à cette justice. C'est ce qui peut servir de gage. J'aurais préféré simplement qu'on dise par exemple qu'au moment où on venait au niveau du pouvoir, alors il y avait beaucoup de difficultés. Mais depuis le mois de mars, j'ai fait les états généraux de la justice. Donc je vous donne la garantie que tout va aller à merveille, pas comme une baguette magique, mais il y a des réformes qui sont en cours. Et comme je vous donne cette garantie, en étant le premier responsable du pays, vous n'avez rien à craindre. Voilà, là ça rassure, sans occulter quand même les difficultés qui sont au niveau du pays. Donc ça c'est important. Pour revenir au niveau de votre question, je pense que l'approche de solution c'est cela. J'ai dit déjà que ça peut passer par voie légale. C'est-à-dire, on dit il y a problème. Mais quelle est la solution à ce problème-là? On passe par la loi. La loi qui est là ne répond plus, parce que tout le monde critique. D'accord. Maintenant, si ça ne répond pas, quel est le type de jumelle à cette loi qu'on peut mettre en place? Mais qui peut donner naissance à cette jumelle de loi? Mais c'est le CNT qui peut donner vie à cela. C'est la présidence de la République qui peut donner corps à cela. Donc si du côté du CNT, il y a blocus, mais du côté de la présidence, il doit y avoir facilité en termes de projet de loi portant modification pour mettre à la donne. Ainsi, tout le monde va obéir à cette loi parce que la loi est impersonnelle. Parce qu'il y a le nom de personne au niveau d'une loi. Donc, si du côté de la loi, ça ne passe plus, on va passer maintenant par voie réglementaire. Comme le président de la République doit être le garant du bon fonctionnement de l'État, dès qu'on sent qu'il y a blocage, qu'est-ce qu'on fait? On passe par voie réglementaire. L'article 46 de la Constitution donne la possibilité d'avoir le pouvoir réglementaire à titre principal au président de la République. Auquel cas donc, vous savez, le décret 039 du 28 novembre 2007, c'est ce décret qui a nommé tous les 25 membres de la CENI. Personne n'a été élu. Oui, mais juste on va ouvrir une parenthèse par rapport à cela. Et souvent l'opposition est pointe du doigt parce que quand elle parle le plus souvent de la recomposition de la CENI, elle se dit que déjà le président de la République en a commencé parce que les deux représentants de l'administration publique ont été remplacés par un décret qui avait été signé par le président de la République. Est-ce que juridiquement c'est quelque chose qui est recommandé? Oui, mais c'est cela la donne. C'est que premièrement le pouvoir va dire non mais écoutez on ne va pas toucher à la CENI, mais pendant ce temps il y a deux membres qui sont remplacés. Alors qu'a priori, tous qui partent au niveau de la CENI devraient a priori être détachés de leur structure de base. C'est clair, la même chose devrait être observée partout, pour être honnête. Mais quand vous prenez également la même opposition, elle va dire, bon écoutez, tous les membres de la CENI ne nous inspirent pas confiance, sans accepter, rappeler leurs propres membres. Quand vous demandez ceci au niveau du pouvoir, ils vont dire non, c'est l'administration, c'est des fonctionnaires. Non, c'est un argument qui ne tient pas face à une analyse juridique pertinente. Mais quand vous prenez également les membres de la CENI et de l'opposition, ils vont dire non, on ne peut pas faire appel à nos membres parce qu'ils sont déjà, en tout cas, ils ont fait volte-face pour atteindre d'autres. Mais c'est des arguments et contre-arguments simplement. Donc la seule chose qui puisse servir la Guinée, c'est justement passer par la loi. Maintenant, si la loi ne passait pas, est-ce que dans un pays, on va donner, même l'Assemblée nationale peut faire l'objet de dissolution au niveau de notre pays? Alors, je n'ai pas dit de dissoudre la CENI par décret, non, j'ai dit parallélisme des formes, c'est un décret qui a nommé des personnes, et c'est un décret qui révoque les personnes. Il faut éviter surtout de personnaliser les institutions en disant non, l'affaire Luceni, ainsi de suite. Luceni est certes un problème au niveau de la CENI, mais elle n'est pas le seul. Ça va être bonnet blanc bonnet dès lors que la même configuration est là et qu'on part de cette manière. C'est soit on veut apporter un remède définitif à la crise qui commence à être endémique à la Guinée, ou simplement on veut demeurer dans le statu quo. Okay. Vous parlez tout de suite de cette commission électorale nationale indépendante, mais également il y a un autre facteur qui est important qu'on doit souligner, c'est la révision du fichier électoral. Aujourd'hui, la mouvance et l'opposition, chacun tire le drap de son côté. Juridiquement, entre les deux, qui est-ce qui a raison? Non, l'article 17 du code électoral est clair, c'est une révision chaque année, point.
Okay. Mais au-delà de ça, il y a la mouvance qui avait levé le ton il fut un temps en disant qu'il fallait procéder à une recomposition, d'ailleurs je voulais dire à une reprise de l'enrôlement, chose que l'opposition s'y est opposée, et finalement ils sont revenus autour de la table de négociation. Mais encore, autre facteur plus important, c'est qu'aujourd'hui, selon les leaders de l'opposition, les indicateurs démontrent que réellement le matériel de WEMAC n'est pas adaptable à celui de Sabari et de la première société qui a travaillé. Donc, ce qui démontre à suffisance qu'aujourd'hui, le pouvoir veut mettre tout en œuvre pour procéder à une reprise intégrale de l'enrôlement, je veux dire. Je me dis encore une fois que sur le fondement de l'article 17 de la loi électorale, parce qu'on n'a même pas un code électoral et on a une loi électorale, parce qu'il n'y a pas les partis réglementaires qui sont en tout cas très importantes au niveau d'un code électoral qui doit régir des élections d'une ampleur aussi sérieuse. Ça, c'est clair. Je fais parler les textes. Article 17, révision. Et la révision doit se faire chaque année du 1er octobre au 31 décembre. Maintenant, la question de l'opérateur, moi je ne rentre pas dans ce jeu. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le 23 mars, le 23 mars 2011, il y avait, le jeudi 23 mars 2011, il y avait les partenaires au développement qui avaient organisé une cérémonie pour dire, c'est-à-dire pour faire comprendre à tout le monde qu'ils ont remis les codes d'accès au pouvoir public. Oui. À ce moment, jusque maintenant, on n'avait pas entendu que non, il y avait un manquement. Mais c'est au fur du temps que les gens ont commencé à se plaindre. Entre empreinte digitale et empreinte palmaire, franchement, ça c'est entre eux. Mais l'important c'est qu'il y a crise. Ouais. Et comme il y a crise, il faut trouver une solution. Parce qu'a priori, si le président de la République a gagné un pari, qui est le pari personnel, que d'être conséquent pendant un nombre d'années, en refusant y compris des postes de responsabilité, avec pour avantage de gagner en crédibilité, mais pour inconvénient d'en n'avoir pas assez d'expérience dans la gestion justement des affaires de l'État. Et il faut retenir qu'il reste un pari social. Les citoyens en grande partie n'attendent pas du président de la République actuel qu'il fasse en tout cas le miracle par rapport au développement. Parce que attendre tout de suite là un miracle par rapport au développement, c'est de minimiser les dégâts trouvés. Mais en revanche, il faut mettre les bases d'une démocratie quand même. C'est ce qui est le minimum qui est attendu. C'est mettre le pays dans le soubassement, en tout cas, d'une démocratie véritable qui est présentement en gestation, mais qui doit être consolidée pour une sorte de véritable ancrage. Alors donc, moi, c'est un peu le commentaire que cela m'inspire au niveau de cette guerre, la guerre des communiqués entre les acteurs politiques au sujet de l'opérateur Sabari, WEMAC et autres. D'abord, même la SAGEM n'existait plus. Elle a été absorbée par la société Morpho. Donc, il y a tous ces éléments-là qui en disent long par rapport à la difficulté que les uns et les autres ont à trouver quand même une solution par rapport à la crise qui sévit présentement en Guinée. Okay. Autre chose, M. Mohamed, vous êtes juriste, on l'a rappelé toujours à l'entame de cette émission, mais est-ce qu'il est possible de recomposer aujourd'hui la CENI ou de mettre en place une commission de suivi de cette institution? Mais tout ça, c'est des échappatoires. C'est pour trouver des échappatoires que de dire commission de suivi, commission de cela. Dans tous les pays d'ailleurs, c'est le ministère de l'administration du territoire, donc c'est le ministère de l'Intérieur qui organise des élections. Et c'est parce qu'il y a eu une crise de confiance le plus souvent au niveau de notre pays que les acteurs politiques à l'époque ont dit non, écoutez, il faudrait quand même mettre en place une commission électorale nationale indépendante. Et les partenaires au développement, par application de l'article 96 des accords ACP-Union européenne, ont mis une sorte de pression, ce qui a donné naissance à la CENI. Mais si vous voyez maintenant qu'il y a toujours cette complexité de la situation, c'est parce que l'enjeu est ailleurs. Les acteurs politiques ne sont pas prêts, le pouvoir n'est pas prêt. Le pouvoir n'est pas prêt parce que le parti au pouvoir d'abord n'a pas encore trouvé les reins suffisamment solides en termes de recomposition interne. Je ne parle pas du RPG mais du RPG arc-en-ciel. Les partis de l'opposition, beaucoup d'ailleurs qui ont perdu leurs militants, ont rejoint le plus souvent le camp de l'ADP, du collectif, parce que le leader de l'opposition qui est présentement El Seydou Dalein peut facilement, en demandant à ce que ces militants sortent, en disant seulement c'est l'opposition, donc eux aussi, ils profitent de cette question de survie-là. Alors qu'il y a beaucoup de militants, d'ailleurs les partis politiques le plus souvent ne font pas l'éducation civique de leurs propres militants, mais ça c'est au tort partagé et de l'État et
des partis politiques. Des partis politiques, parce que vous allez voir un parti créé en Guinée, de sa création jusqu'à la fin, en tout cas de sa maturité, le plus souvent c'est le seul président qui est président, il n'y a pas de recomposition interne, c'est lui-même qui donne l'argent, donc il devient le maître à bord, le bailleur. Alors du coup, c'est sa voix qui s'impose le plus souvent. Ce qui fait que même quand un citoyen parle et qu'il démissionne par exemple d'un parti politique, les gens disent « Ah non, tu ne dois plus parler maintenant parce que tu n'es plus au niveau d'un parti politique ». Oubliant que la Constitution permet aux citoyens de s'exprimer sur des questions d'ordre politique. Tout à fait. Vous prenez également du côté de l'opposition, mais vous allez voir l'opposition le plus souvent aller avec des arguments et faire rebelote après, et qui manque quelquefois de stratégie. Donc ce qui fait que on peut absoudre un peu la responsabilité des partis de l'opposition à ce niveau, parce que la part de responsabilité dans l'insuffisance de civisme des citoyens aussi est due à l'État. Parce qu'un parti politique n'a pas des universités, des écoles, des amphithéâtres où il faut éduquer quand même les citoyens. C'est dans les meetings, dans les sittings et dans les marches de protestation. Si cela est empêché en ce moment, ça veut dire que il ne faut pas seulement pointer du doigt accusateur à un parti politique pour dire non, c'est le pouvoir seulement. Là, le principal rôle d'un parti politique, c'est quoi? L'éducation politique et civique de ses militants, la défense des intérêts de l'État avec les valeurs démocratiques et la conquête du pouvoir par les urnes. Je précise bien par les urnes. Par les urnes, oui. Mais si les partis politiques mettent seulement la conquête du pouvoir au devant de la scène, le plus souvent même les citoyens vont tout abandonner pour s'intéresser à la donne politique, ce qui est dangereux. Mais aussi, le pouvoir devrait quand même créer le cadre nécessaire pour favoriser justement cette culture. Vous allez voir, par exemple, l'État se justifier pour dire, bon, écoutez, la loi n'est pas respectée, même au niveau d'une marche. Pour vous dire que c'est une curieuse, en tout cas, coïncidence. Quand l'opposition veut marcher, le pouvoir invoque les dispositions pertinentes du code pénal, en donnant déjà une connotation pénale à un droit constitutionnel. Oui, d'ailleurs, récemment, il y a le ministre Alassane Condé qui avait fait un communiqué au nom du gouvernement interdisant désormais toute marche de l'opposition qu'il qualifie dans son communiqué pas de marche pacifique, mais plutôt d'autres choses. C'est ce que je vous dis maintenant. Quand vous écoutez l'opposition va dire non, mais écoutez, l'article 10 de la Constitution nous permet de marcher, sans même se soucier, outre mesure, de la procédure à suivre. Quand vous écoutez également le pouvoir, c'est de dire non, le code pénal en ses articles 107, 108, 109, on donne déjà une connotation un peu d'infraction à un principe qui est régi au niveau de la Constitution. Donc vous voyez, chaque camp, je donne ces deux exemples seulement pour illustrer comme une fois, chaque camp tire le drap de son côté. Monsieur Mohamed, autre chose dont on va parler tout de suite, parce que l'on se rappelle souvent que les deux blocs politiques, on parle ici de la mouvance et de l'opposition, et ils parlent souvent de l'article 133 et 155 de la Constitution. Quel est l'esprit de ces dispositions? Bon, il faut retenir qu'au niveau de l'article 133, c'est justement la donne concernant la CENI. C'est de dire, bon, écoutez, il doit y avoir une norme qui, en tout cas, détaille le contenu de la Constitution permettant l'installation d'une CENI. Parce que je ne vois même pas pourquoi on ferait de la CENI une institution indépendante qui soit dans la Constitution, parce que ça, a priori, ça a valeur d'institution, donc d'autorité administrative indépendante. Bon, mais voilà, le législateur peut-être sentant le danger venir par rapport à la volonté soit du pouvoir ou bien d'une opposition de faire main basse sur la CENI, de donner en tout cas un élan beaucoup plus fort au niveau de cela. Bon, mais quand vous prenez un autre élément qui est très important au niveau de la Constitution, vous savez, il y a au niveau de l'article 154, l'article 152, la possibilité que le président de la République ait l'initiative de la révision constitutionnelle. Alors, de plus souvent, les gens ils se rabattent sur l'ensemble de ces deux éléments-là pour dire, bon, la clé se trouve dans les mains du président de la République. Autrement dit, d'un côté, il y a la proposition de loi ayant été barrée de cette manière, il faudrait qu'il y ait un projet de loi du côté du président de la République pour que, si d'un côté il y a un manque de volonté, que de l'autre côté, la volonté politique se manifeste pour sortir le pays de la crise. Mais vous allez constater que dans l'interprétation de ces textes-là, le plus souvent, chacun peut aller de son propre élan et de son propre centre d'intérêt. Mais pour trancher, je pense que quand il y a un débat houleux sur des textes de loi, le mieux, c'est de prendre ce texte de loi, aller saisir la Cour suprême, qui présentement fait office, en tout cas
d'organe suprême au niveau de la Guinée, en attendant la mise en place de la Cour constitutionnelle pour les questions liées à la question électorale. Mais je pense que c'est la méthode qui devrait être en tout cas utilisée par les acteurs politiques. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que vous êtes dans votre émission En toute franchise. Aujourd'hui, nous sommes avec Mohamed Camara. Il est juriste de formation et avec lui, nous parlons de la situation sociopolitique de la Guinée. Autre chose, M. Mohamed Camara, qu'il faut en parler, c'est la politisation des organisations de la société civile. Vous avez été acteur, vous êtes d'ailleurs acteur de la société civile. Quelle explication donnez-vous à cette pratique? J'ai été acteur. Donc, bon, c'est vrai qu'au niveau de la Guinée, l'article 54 du code électoral, de la loi électorale, j'allais dire, interdit aux associations, aux mouvements à connotation en tout cas associative et à d'autres groupements d'intérêt économique de ne pas du tout être liés aux événements et aux mouvements politiques. Ce qui est quand même paradoxal parce que vous allez voir tant l'opposition que le pouvoir ouvertement dire qu'ils ont eu le soutien de tel nombre de mouvements associatifs, ce qui est anormal. Donc, je pense qu'il faut respecter la loi et dans sa lettre et dans son esprit. Donc c'est pas du tout normal que les associations fassent de la politique. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'utiliser une association comme paravent, comme cheval de Troie pour faire de la politique. Je me demande pourquoi les gens font le faux semblant le plus souvent. Mais la loi permet à tout Guinéen de faire la politique, de faire de l'économie. Quand vous prenez l'ensemble des dispositions pertinentes du code de la constitution guinéenne, il y a 162 articles. Il y a 22 articles qui accordent des droits et des devoirs aux citoyens. Et tout cela existe. Je ne sais pas pourquoi les gens vont faire le faux fuyant, le semblant pour représenter une structure des mouvements. Et là, justement, au-delà de l'infraction que cela peut relever, c'est une invite à faire au pouvoir public de cesser de faire le lit le plus souvent des mouvements de soutien à caractère politique ou démagogique. Parce qu'au niveau de notre pays, on a entendu le plus souvent des mouvements comme Mouzalak, Kouzalak. On a su où ça envoie le pays le plus souvent. Donc, pour peu qu'on soit élu, quand un président de la République est élu, vous n'avez même pas besoin de remercier les électeurs. Vous justifiez le choix des électeurs en posant des actes positifs pour continuer à inspirer confiance et à renouveler toujours la confiance. C'est ce qui est important. Parce qu'encore une fois, dans notre pays, le rétropédalage, le retournement de veste sont de saison. Quand le président de la République actuelle était dans l'opposition, il a fallu qu'il arrive le 17 mai 1991 à en juger par sa popularité. Les gens ici, dans le même pays, là, ont créé la loi anti-casse. Ils sont là, les mêmes juristes sont là. Mais voilà, une fois qu'il y a changement de cap, ils se mettent à dire, bon, écoutez, de toutes les façons, ils trouvent des justifications simplement. Oui, et on va toujours parler un peu de la politisation des organisations de la société civile. Ne pensez-vous pas que cette pratique a un impact aujourd'hui dans la crise politique que nous traversons aujourd'hui? Oui, c'est un impact, mais un impact mineur. Pourquoi mineur? Parce que c'est les partis politiques et les acteurs politiques, tant de la mouvance que de l'opposition, y compris des pouvoirs publics, qui prêtent le flanc à cela. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des associations fassent des organisations et que cela serve de tribune au pouvoir public ou bien simplement à l'opposition. On crée un parti politique et je vous dis encore une fois que les pouvoirs publics montrent l'exemple, tout le monde doit suivre. C'est ça, l'exemple doit venir d'en haut et l'imitation en bas. Donc il est important aussi bien d'appliquer les textes de loi sur tous les acteurs, qu'ils soient de l'opposition tout comme de la mouvance. Et pour diminuer un peu cette crise, le plus souvent, parce que si vous voyez des mouvements associatifs se constituer le plus souvent, c'est parce que la démagogie a pris de l'élan. Et pour éviter que cette question démagogique incorporée savamment dans les mouvements associatifs, dans certains mouvements associatifs le plus souvent, alors c'est au pouvoir public de prendre une distance. Parce qu'a priori, même des personnes qui n'ont pas la capacité nécessaire de développer le pays, qui n'ont pas l'intelligence nécessaire, mais qui sont avec une attitude pyromane, qui peut nuire quand même à la paix et à l'ordre public, peuvent passer par là. Parce que les personnes pareilles peuvent être aussi bien au niveau de l'opposition que de la mouvance. Les personnes qui parlent mal, qui à chaque fois qu'elles interviennent font du mal au tissu social, existent
bel et bien, et dans l'opposition et au sein de la mouvance. Les personnes pareilles qui existent au niveau de l'opposition, il faut appliquer simplement la loi. C'est tout, parce qu'on ne peut se rendre compte de l'importance de la paix que lorsqu'on la perd. Mais les personnes pareilles également qui sont au niveau du pouvoir, il faut non seulement appliquer sur ces personnes les textes de loi, mais il faut éviter de les bombarder à des postes de responsabilité, sinon ça deviendra un raccourci pour des personnes que de dire, bon écoutez, de toutes les façons, il suffit simplement d'aller de cette manière pour que vous puissiez bénéficier d'un poste de responsabilité, même si vous n'avez pas en tout cas l'étoffe nécessaire et le réflexe de responsable en tant que tel. Et le plus souvent ça fait le lit de la démagogie, de la médiocrité, et Dilbert a dit le plus souvent que les gens les moins compétents doivent être systématiquement affectés au poste où ils risquent de causer moins de dégâts. Ok, alors je pense que M. Mohamed, il ne reste plus assez de temps. Je crois que j'aurai deux petites questions à vous poser avant de clore cette émission. Et nous allons parler un peu de l'affaire de l'attaque du domicile du président de la République. Et récemment, il y a 15 personnes parmi ces présumés soupçonnés dans cette affaire qui ont bénéficié de l'arrêt du non-lieu de la part de la Chambre de mise en accusation. Quel regard en tant que juriste jetez-vous sur cette affaire? Bon, je pense a priori que l'arrêt de non-lieu s'est transformé en non-libération. Ça, c'est le constat. Mais j'observe également qu'il y a beaucoup de débats au sujet de cela, alors que et la défense et la partie civile, quand vous suivez les avocats de la partie civile sur les médias le plus souvent, vous avez comme l'impression qu'ils sont en train de condamner les personnes avant même que la justice ne fasse son travail. Parce qu'ils donnent déjà des qualifications aux personnes. Or, seule la justice est habilitée à retenir les gens dans les liens de la culpabilité. Quand vous suivez également les avocats de la défense, vous avez comme l'impression que ce qui est en train d'être fait, pratiquement le pourvoi que c'est illégal, alors que c'est prévu par les textes de loi. L'article 98 de la loi 08 du 23 décembre 1991 portant création, fonctionnement et attribution de la Cour suprême le permet. Toutes les décisions de la chambre d'accusation peuvent faire l'objet d'appel, donc même au niveau de comment je vais appeler cela, peuvent faire l'objet de recours. Ouais. Donc le recours devant la Cour suprême est appelé pourvoi en cassation. Alors il faut attendre ainsi que la justice au niveau de la Cour suprême, parce que le président de la Cour suprême en prêtant serment, il jure toujours de dire le droit en tenant compte de la neutralité et de l'impartialité. Donc il faut attendre que la Cour suprême fasse son travail. Bon, le plus souvent, moi, les journalistes que vous êtes, vous me posez des questions pour dire, bon, comment ça se doit, pour simplement me dire qu'est-ce que la Cour suprême doit dire en pareil cas. Non, il appartient à la justice de faire son travail. Parce que le journaliste, lui, il est caractérisé par la hantise du scoop, alors que le juriste, lui, c'est l'administration des preuves en tant que tel. Parce qu'au sein d'un État, il faut aussi marteler cela. Si un citoyen est justiciable, l'État l'est tout autant. Hein. Donc il faut avoir présent à l'esprit qu'au niveau de la Guinée, quand un jugement est rendu au niveau du premier degré, vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aller au niveau du second degré, et ainsi de suite, jusqu'au niveau de la Cour suprême. Ouais. C'est ce qu'on appelle le principe du double degré de juridiction. Mais avant que la justice ne fasse son travail, personne ne doit qualifier les personnes qui sont devant la justice. Seul le juge est habilité à dire tel est coupable de tel et doit écoper de telle infraction et de telle sanction. Donc, pour terminer, il faut aussi permettre à chacun de faire l'exercice de ses voies de recours. Si d'un côté, au niveau de l'État, parce que les infractions les plus graves, comme la pédophilie, l'attentat à la sûreté de l'État, mais ensuite la question du terrorisme, ça peut faire l'objet d'une sorte de détention préventive, mais les personnes le plus souvent aussi qui estiment à l'issue d'un verdict que pratiquement l'État les a causé en tout cas du dommage par rapport à leur visibilité et autres, il appartiendra à l'avocat de ceci-là de saisir également les juridictions pour que l'État puisse les rétablir dans leurs droits. Donc d'un côté, l'État peut poursuivre quelqu'un, mais de l'autre côté, quelqu'un peut poursuivre l'État. C'est pourquoi l'État est aussi. L'État de droit, la définition la plus simple que l'on puisse donner à un État de droit, c'est un État qui accepte de se soumettre à la règle de droit. Ok. Donc dans la deux sens, il y a moyen de poursuivre, et du côté de l'État et du côté de de défense. Mais aujourd'hui, il faut encore parler d'un autre phénomène qui est très important. Je crois que c'est l'avant-dernière question que je vous pose. C'est la destitution des élus locaux qui ont été remplacés par des délégations spéciales. Juridiquement, est-ce que ceci est normal ou...
Bon, en principe, c'est pas parce qu'on est élu local que l'on peut être au-dessus de la loi. Quand il y a des infractions qui sont causées et qu'il y a malversation, il y a d'autres infractions, bien et bien, les élus locaux peuvent être justement dissous et qui soient remplacés par des délégations spéciales. Mais c'est les juridictions qui doivent être à la base de cela. C'est pas simplement de dire, bon, écoutez, les personnes, les arguments qui sont invoqués le plus souvent pour dire que, bon, les personnes, leur mandat était arrivé à terme. Ce n'est pas les personnes là seulement qui ont vu leur mandat arriver à terme. Depuis juin 2006, l'Assemblée nationale n'avait même pas son mandat à terme. Encore tout récemment, voyez-vous, c'est la même logique qui continue au niveau des élus locaux le plus souvent. Donc, il fallait généraliser justement la mesure. Encore que, si ce qui est reproché au niveau de ces personnes, c'était les malversations ou simplement les vols, en ce moment, ce n'est pas la suspension seule qui devrait être la sanction. Parce que le détournement, c'est l'argent du contribuable guinéen. Donc l'argument là aussi ne peut pas résister face à une critique objective en tant que telle. Encore que, sur le fondement des dispositions pertinentes de l'article 80 et l'article 100 du Code des collectivités locales, dès lors qu'il y a suspension en tout cas d'un conseil communal, il faudrait en ce moment mettre une délégation spéciale avec une durée de 6 mois. Donc en principe, le délai est passé depuis, voyez-vous. Donc au-delà de tout, c'est qu'il faut éviter que ces crises-là, on se pose bien la question de savoir à qui profite la crise. Parce qu'à priori, si on travaille bien, on a la capacité, on a le talent nécessaire, mais on ne peut rêver que d'une stabilité pour continuer à développer le pays et puis maintenant s'exprimer par les actions, aussi bien du côté de l'opposition tout comme du côté du pouvoir. Ok, alors Monsieur Mohamed Camara, je crois que c'est la toute dernière question que je vais vous poser. Cette fois-ci, on va parler un peu de la situation guinéenne, mais parler de réalité de la sous-région, mais plus particulièrement de la crise malienne. Aujourd'hui, notre pays, nous avons décidé, la Guinée vient d'envoyer 150 militaires, un contingent militaire pour aller et intervenir auprès de la force africaine en attente dans la crise malienne. Est-ce que ne pensez-vous pas que l'intervention militaire au Mali, est-ce qu'elle n'est pas prématurée, le fait que le président de la République soit très engagé à ce qu'on fasse une intervention militaire au Mali? Oui, je pense qu'avec la donne panafricaniste qui prévaut le plus souvent au niveau de l'Afrique, bon, le président de la République a toujours dit que les problèmes africains doivent être traités par les Africains, même s'il faut quand même nuancer cela, parce qu'il y a un concept international qu'on appelle la sécurité collective. Quand un point chaud du globe est touché, tout le monde doit se sentir concerné, par application du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Bon, au côté guinéen, la précipitation quand même qui a caractérisé l'envoi des militaires est très discutable parce que c'est bon de voler au secours. Parce qu'a priori, il y a une frontière avec le Mali. Donc il faut éviter d'abord, on est quand même deux poumons dans un même corps au niveau malien et guinéen. Donc c'est bon de voler à leur secours, même si par endroit, quand il y a coupure de courant ici, ils sortent pour dire, c'est pas qu'on a créé ça. Bon, ça c'est une boutade. Mais avant d'envoyer des militaires, il faut étudier très bien le dossier en termes de charges récurrentes, le coût économique, mais aussi les risques. La question des risques, il faut calculer très bien la question des risques. Parce qu'a priori, regardez le Sénégal a dit, bon, ils sont solidaires, mais ils n'envoient pas quelqu'un. Parce que depuis que le Sénégal est avec le MFDC, avec la Casamance, ils savent déjà, malgré le décès de l'abbé Diamacoune Augustin Senghor à partir de 2007, mais cette structure-là est minée par des querelles. Donc le Sénégal doit gérer cela avec Ousmane Nantian Diatta, mais aussi, j'allais dire, Mohamed Nkwame Sané, Salif Sadio. Donc, quand vous prenez César Atout Diabaté, donc tout ceci-là constitue quand même des pommes de discorde. Alors le Sénégal s'occupe de ceci. Parce qu'on dit le plus souvent qui trop embrasse mal étreint. Donc il faut pas faire cavalier seul en faisant des annonces, parce que le plus souvent des terroristes, avec surtout ces communautés Touareg, avec les Tamaltchèques, le plus souvent on ne peut pas les identifier. Ils ne sont pas avec l'uniforme, mais ils peuvent porter toujours le danger très loin. Et le plus souvent, regardez l'exemple au niveau de la Somalie avec les Chebab. Il a fallu simplement que le Kenya envoie par exemple un certain nombre de contingents le plus souvent. Alors ils ont fait toujours un certain nombre de dégâts au niveau de la ville de Mombasa, parce que les Chebab avaient pris le contrôle du port stratégique de Kismayo. Donc il ne faut pas souhaiter ce genre de situation au niveau de notre pays. Donc il faut diminuer les déclarations pour dire bon, c'est un mouvement d'ensemble au niveau de toute la CEDEAO, parce que le faire, ça peut être un désir d'affirmation quand même de la puissance militaire de la Guinée, parce qu'a priori, quand vous prenez
partout où les militaires guinéens sont partis, ils ont fait quand même, en tout cas, la gloire au niveau du peuple de Guinée, même si du côté interne, le plus souvent, il y a des critiques. Mais à l'externe, partout où ils sont allés, ils ont montré quand même, en tout cas, ils ont fait preuve d'efficacité. Alors, si le président de la République peut envoyer un certain nombre de personnes, il peut décréter ce qu'on appelle l'état de siège, l'état d'urgence sur le fondement de l'article 90 de la Constitution guinéenne. Pour l'état de guerre, il faut toujours qu'il y ait l'avis du président de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême. Donc, tout ce qui peut être en rapport avec la guerre, il ne doit pas être le seul à le décider. Il doit y avoir toujours un avis par-ci, par-là pour que les gens puissent justement abonder dans le même sens. Parce que lui peut avoir un désir ardent de voler au secours de la population malienne, mais d'autres impératifs, d'autres considérations peuvent être prises en compte, même s'il faut quand même reconnaître aussi qu'il ne faut pas être trop poltron, parce qu'en gérant aussi, il faut avoir le courage et puis l'étoffe nécessaire pour justement prendre des grandes décisions majeures. Mais quand on prend une décision, il faut mesurer le pour et le contre, les enjeux, dans un contexte marqué par un flou artistique dans le politiquement correct, et surtout une sorte de réel politique qui s'affirme beaucoup dans une sous-région et dans un monde marqué par la géopolitique, la géostratégie, la défense des intérêts. Ok, Mohamed Camara, je crois que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. En peu de secondes, en quelques secondes, quel est votre dernier mot? Je pense que moi j'invite tous les acteurs politiques, aussi bien de la mouvance tout comme de l'opposition, à faire preuve de beaucoup de retenue, parce que le monde entier est en train de nous observer. Et je pense quand même que la crise là a permis de révéler un fait, c'est qu'à l'Assemblée prochaine, il y aura des débats qui vont être quand même des débats de qualité, parce que rien ne va passer comme cela, comme d'être à la poste, et que l'opposition tout comme le pouvoir, c'est bien, ils sont sur dans leur rôle, mais que le citoyen se rende compte que ce soit l'opposition qui soit majoritaire ou le pouvoir soit majoritaire, 11 députés sur les 114 députés peuvent se lever dès lors qu'ils sentent qu'il y a un manquement pour aller saisir la Cour suprême pour dire non, telle norme qui a été prise par le président de la République n'est pas conforme à la Constitution. Ou si le président de la République se rendrait compte également que les députés sont majoritaires, ils ont fait une coalition contre une norme donnée, avant qu'il ne promulgue la loi, lui-même il peut aller saisir la Cour suprême pour dire non, je vous avais dit que les députés ont fait quand même une sorte de coalition par rapport à cette norme-là et ce n'est pas conforme à la Constitution. Et comme j'ai juré de respecter, de faire respecter la Constitution, alors je ne peux pas cautionner le fait que cette loi passe de cette manière. Donc, voter pour des personnes de poigne, tous ceux qui vont développer des idées un peu irrationnelles, il faut les mettre complètement de côté et les négliger de cette manière. Dites à ces personnes qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que le pays avance. Et puis enfin, retenir qu'au niveau de la Guinée le plus souvent, même au niveau des acteurs politiques, que ce soit de la mouvance tout comme de l'opposition, le citoyen doit savoir qu'en matière politique, le leader a moins à vous donner assez d'avantages dès lors qu'il est au pouvoir, c'est de faire les yeux doux aux autres. Donc ceux qui ne sont pas encore rassurés pour en tout cas attirer d'autres personnes. Mais ceux qui ont fait le plus souvent le combat avec sont toujours oubliés en rade en tant que tel. Donc il faut éviter de se donner à corps perdu au niveau des trucs qui sont éphémères, et tout le monde doit être inconditionnel des valeurs démocratiques et qu'il y ait l'équilibre du pouvoir, que tout le monde soit respectueux des institutions de la République et mais par-dessus tout, quelles que soient les difficultés, que tout le monde puisse cimenter davantage la paix, parce qu'on ne peut se rendre compte de l'importance de la paix que lorsqu'on l'aura perdue. Ok, on ne peut se rendre compte de l'importance de la paix que lorsqu'on l'aura perdue. C'est sous ces mots de Mohamed Camara que nous nous quittons au compte de ce numéro de cette émission Dans toute franchise. Merci encore une fois de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.